On va donc commencer. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver toutes et tous en ce vendredi 12 mars dans le cadre de ce panel Innover et saisir des opportunités dans un contexte de turbulence grâce au numérique, co-organisé par l'incubateur entreprise, l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et la base entrepreneuriale. Alors, ça va être une activité à portée internationale comme vous l'imaginez, et qui s'inscrit dans les missions de nos organisations respectives, à savoir le développement, le transfert de connaissances et de compétences et les services d'appui aux entreprises. Je me présente, je suis Manaf Bouchentouf, je suis directeur exécutif, co-directeur de la base entrepreneuriale, le hub d'innovation numérique, d'impact et d'inclusion de HEC Montréal. Alors, je vais commencer par une petite mise en contexte. Comme vous le savez, il est aujourd'hui bien établi que le développement des entreprises requiert de plus en plus l'utilisation des leviers numériques, quelle que soit leur taille, la taille de l'entreprise ou son secteur d'activité. Ces leviers numériques englobent de façon non exclusive autant les outils Internet, l'intelligence artificielle que l'infrastructure ou encore la gestion, la protection, la valorisation des données, etc. Alors, le contexte actuel, la pandémie a mis en évidence l'importance d'utiliser le numérique comme vecteur d'innovation, tant au niveau technologique qu'au niveau économique, mais aussi à juste titre comme vecteur de croissance, notamment à l'international. Ce nouveau contexte a mis en lumière des opportunités, mais aussi les défis de la digitalisation des entreprises, de leurs services, produits ou solutions, que ce soit des startups, PME ou grandes entreprises. Cela amène, par contre, clairement des questions par rapport aux tactiques, donc des conseils, pour accélérer et gérer la transition numérique, mais aussi par rapport à la mobilisation éthique, bienveillante, responsable et citoyenne des outils numériques. Alors, pour y répondre et brosser un portrait de la situation, j'ai le plaisir d'être entouré aujourd'hui par Robert Dotton, ex-PDG de Rona et directeur associé à la base entrepreneuriale, Chadi Habib, vice-président principal communication et marketing mondiaux CGI, et Louis Cisneros, directeur scientifique de la base entrepreneuriale. Je suis bien heureux d'être accompagné également par Fouad Zmokhol, président du Rassemblement des dirigeants et chefs d'entreprise libanais dans le monde et doyen de la faculté de gestion et de management de l'Université Saint-Joseph, ainsi que Fouad Fares, coach à entreprise et chargé de cours à HEC Montréal, entrepreneur également, qui se joint à nous pour modérer ce panel. Alors, merci à tous de vous joindre à nous et je cède la parole à Fouad Zmokhol. Mais je vais dire bonjour à tous nos amis canadiens tout d'abord, et je dis bonsoir à nos amis libanais. Donc, c'est un plaisir qu'on soit chacun d'une partie du globe et qu'on se retrouve tous ensemble. Je pense qu'une conférence pareille, il y a, je vais dire, 12 mois ou 18 mois, je ne vais pas dire était impossible parce que les outils étaient là, mais peut-être nous-mêmes, on n'y croyait pas parce qu'on ne voyait pas l'utilité. Je vais commencer tout d'abord par remercier du fond du cœur mon ami Manaf Bouchentouf, en tout cas HEC Montréal et le hub que vous, je vais dire, vous patronnez de façon merveilleuse. Ça me ramène quand même un an en arrière où j'étais chez vous, où j'étais invité. On a fait une conférence ensemble sur l'entrepreneuriat avec notre ami commun Fouad Fares qui jusqu'à maintenant on reçoit de très bons feedbacks. C'est un plaisir de revenir à vous avec ma nouvelle casquette de doyen de la faculté de gestion et de management de l'Université Saint-Joseph. Et ça montre que finalement, c'est les mêmes personnes qui bougent. Finalement, on part de ressources humaines et finalement avec les mêmes priorités. Donc, je commence tout d'abord au nom de la faculté de gestion et de management, au nom de l'UAJ, au nom de mes collègues, membres de notre faculté, de nos étudiants, de nos anciens, de vous remercier personnellement, de remercier la base entrepreneuriale de HEC Montréal et de HEC Montréal pour cette premier événement, je dirais, joint et commun que nous faisons ensemble. Et je dis à tout le monde qu'il y en aura d'autres et que notre synergie va aller de plus en plus parce qu'on croit que finalement, on est dans un monde où je pense les survivants de ce monde économique seront ceux qui vont vraiment bâtir les bonnes synergies, les bonnes coopérations et la bonne collaboration. Je tiens aussi à remercier Monsieur Fouad Fares. Écoutez, Fouad, merci d'avoir été là. Vous êtes toujours là. Vous êtes l'homme des missions difficiles. Je ne vais pas dire impossibles parce que les missions impossibles n'existent pas à notre yeux. Donc, merci beaucoup pour cette conférence. Et en tout cas, un plaisir d'être avec un panel aussi diversifié, en tout cas de très grande valeur intellectuelle et surtout d'une valeur, je dirais, sur le marché très connue.
Bah aujourd'hui, je pense que ce qui nous rassemble, c'est bien, vous avez bien parlé d'un titre de turbulence. On est dans un monde en pleine turbulence. Et vous savez, je peux vous dire qu'au Liban, ben, on a les mêmes turbulences et on va ajouter dessus une crise sociale, une crise économique, une crise sanitaire encore extrêmement plausible, avec une crise politique et sécuritaire. Et on ajoute tout ce qu'il faut avec. Donc quand je dis ça, je dis qu'aujourd'hui, on arrive à un moment, je ne sais plus, bon, les turbulences, si c'est un peu plus ou c'est un peu moins, ben, il y a turbulence. Donc, on est dans un monde interchangeant. Je dis toujours, en tout cas à mes amis, mes collègues, que le point positif, pour être positif, c'est qu'on participe tous à l'histoire. Ben, je pense que nos étudiants, nos enfants, nos petits-enfants, etc., ben, ils diront, ben, écoutez, mes parents étaient en 2020, étaient en 2021, ils ont fait face au Covid, ils ont participé à ce changement quand même, ce changement digital, ce changement technologique énorme qu'il faut accompagner. Bon, ou ils diront qu'ils ont payé les fruits et les frais et sont sortis, ou ils ont profité de cette opportunité et ils l'ont grandi. Souvent, on me pose la question, mais nos étudiants, nos membres de notre faculté, ben, écoutez, on revient quand à la normale? C'est-à-dire, on revient quand en cours? Et je réponds toujours, ben, écoutez, on va se mettre d'accord, quelle est la définition de la normale? Si la normale, c'est comment nous vivions il y a un an et demi, je vais dire, ou 2 ans, ben, on doit être tous convaincus que la normale est complètement différente. Cette normale, que ce soit dans nos travaux, dans nos universités, dans notre pensée, dans notre réflexion, à mon avis, n'est plus normale. Quelle est la nouvelle normale aussi? La nouvelle normale, je ne pense pas qu'on la connaît non plus, parce qu'on est sur des nouveaux points, même ces nouveaux vaccins qu'on accourt pour se faire vacciner, on sait très bien que c'est encore même pas mis au point et il y aura beaucoup de changements dans les prochains mois pour les prochaines années. On est dans un monde, je suppose, où tous ensemble, on sait que quand on parle d'innovation, c'est qu'on doit tous se recréer. On doit se créer en tant que personne, on doit se créer en tant qu'entreprise, on doit se recréer en tant qu'éducateur et en même plus, on doit recréer nos étudiants et nos entreprises. Et aujourd'hui, je pense que le monde va appartenir à ceux qui vont comprendre qu'aujourd'hui, pour faire face à ce nouveau monde, on doit se recréer et on doit surtout innover à nouveau. Hein, ça, c'est très important qui a rapport avec cette innovation. Et quand on parle d'innovation, ben, évidemment, les hard skills sont là, mais on a besoin de soft skills. Et quand on dit soft, on parle de technologie, on parle de communication, exactement, et on parle de tout ce qui a rapport vraiment avec la technologie de demain. Et ça aussi, encore une fois, le numérique va jouer un rôle extrêmement important. On nous faisait peur de l'intelligence artificielle, on revient sur l'intelligence émotionnelle, mais je pense que tout ça est relié à des systèmes d'information, à un certain numérique qui devra accompagner. Et je clôture parce que j'ai vraiment envie d'écouter nos présentateurs, mais j'ai eu la chance d'être il y a quelques jours avec un call sur le CEO de Moderna, qui est d'origine libanaise. Et il disait un point, il disait, vous savez, nous, en combien de temps on a développé le virus du Covid? Je vous le raconte parce que c'est quand même un scoop. Je dis, en combien de temps? Il me dit, on a sorti notre vaccin en 48 heures après avoir reçu la séquence du virus. 48 heures après avoir reçu la séquence du virus. J'ai dit, je n'ai pas compris. Il m'a dit, je vais vous expliquer. Et nous, ça fait 10 ans en tant que Moderna qu'on travaille sur le vaccin, parce que ce Covid, c'était le SARS. Et nous, ça fait 10 ans qu'on était prêts. Donc, on avait toute la plateforme qui était prête aujourd'hui pour faire face à des nouveaux virus. Mais il nous faisait la séquence. Et le jour où la Chine nous a envoyé la séquence du virus, c'était un 10 janvier 2020, eh bien, le 12 janvier, on a sorti le virus. C'est-à-dire qu'il nous fallait la séquence, mais par contre, notre plateforme était prête. Notre centre de recherche était prêt. Nos chercheurs étaient prêts. Tout notre point aujourd'hui qui a rapport avec la recherche, c'est prêt. Je raconte ça, évidemment, on ne va pas parler de santé, mais aujourd'hui, quand on va faire face à ce changement numérique, mais je pense que la préparation se passe aujourd'hui ou hier. Les gagnants de demain, c'est ceux qui ont vu un peu ce grand changement, mis à part le Covid, et qui se sont préparés au niveau numérique, au niveau technologique, au niveau d'information, au niveau de communication, au niveau de diversification, au niveau de développement. Et aujourd'hui, je pense qu'on a les meilleures personnes qui ont commencé à se préparer il y a un moment et aujourd'hui font ce pas en avant. Donc, je suppose que nos membres des deux facultés, en tout cas de HEC Montréal ou de l'Université Saint-Joseph ou de la faculté de gestion, ont beaucoup à apprendre, à écouter, à communiquer entre eux. J'invite tout le monde à participer au chatbox et d'écouter vraiment nos intervenants, que je remercie du fond du cœur, une fois de plus, au nom de la faculté de gestion de management, au nom de l'USJ, en mon nom personnellement et au nom de mes collègues. Encore une fois, un grand bonjour à tous nos
camarades, de tous nos alliés qui sont à Montréal, qui m'écrivent là sur la chatbox, que j'avais l'habitude de voir entre 2 et 3 fois par an dans des conférences qu'on faisait à HEC, à la Chambre de commerce et autres. Mais bon, on se voit aujourd'hui virtuellement. C'est un grand plaisir. Alors, merci encore une fois à Manaf, merci à Fouad Fares, merci à M. Shadi Habib, à M. Robert Luton, à M. Louis Sincero, à la base entrepreneuriale et à nos 2 universités et facultés. Un grand plaisir, un grand honneur. Et je dois dire, Manaf, c'est le début d'une très longue coopération, une longue synergie pour nos 2, je veux dire, communautés entrepreneuriales, mais surtout pour nos étudiants, nos anciens, etc. Merci encore et très bonne conférence à tous. Merci beaucoup, Fouad. Très apprécié. Je crois, c'est comme si tu vivais à Montréal. C'est toujours une introduction avec taxe parce qu'elle est venue assez riche, assez complète. Alors, merci beaucoup. C'est vraiment, on est très heureux d'être là. Je veux juste donner deux petits points. Je suis sûr que des personnes, à date 141 personnes présentes des 4 coins du monde auront des questions. Alors, je vous inviterai que vous mettiez vos questions dans le chat et notre cher Gabriel à la régie va s'assurer de m'acheminer ça à la fin de l'intervention de nos conférenciers. Alors, merci beaucoup encore une fois et on va commencer directement dans le vif du sujet. Je vais faire une très courte introduction sur des choses peut-être que vous ne connaissez pas sur nos 3 panélistes. Bon, Robert, je vais commencer avec toi, mon cher. C'est sûr, les gens t'ont connu chez Rona, mais ceux qui ne connaissent pas, c'est aujourd'hui ce qui est chaud à ton cœur, c'est vraiment donner aux étudiants et aux entrepreneurs, les accompagner et surtout les donner quoi faire dans un monde pareil. Et ceux qui ne savent pas que aussi tu sièges sur plusieurs structures de gouvernance publique et effectivement privée. Merci beaucoup, Robert, d'être là. Je me retourne vers Shadi rapidement. Shadi, on aura besoin peut-être de toute une séance de parler de toi, mais moi, cher ami, tout ce que je peux dire, c'est bravo pour tout ce que tu as fait, pas juste dans ta carrière, mais pour encourager les entrepreneurs avec le Desjardins Lab que tu as créé au niveau d'innovation, le coopératon que tout le monde connaît partout au monde maintenant. Et je reviendrai un peu plus sur ton côté affaires dans le cadre des questions. Cher Louis, mon cher Louis, il y a des gens qui ne savent pas beaucoup de choses sur toi. Et moi, je suis parmi les gens qui ont appris de nouvelles choses de toi. Ce que vous ne connaissez pas de Louis, c'est qu'il est co-auteur de plusieurs articles et publications de référence. Comme je vais juste citer 3 parce que la liste est très longue. L'indice entrepreneurial québécois, bravo. L'album de famille, c'est vraiment fantastique. Et surtout le portrait de l'écosystème de start-up de Montréal. Merci Louis. Et on va sûrement profiter de ton expérience. Alors, je me retourne vers Robert et mon cher Robert. Tu étais à la tête de Rona pendant 20 ans. 1500 points de vente, c'était pas évident. Ton leadership a vraiment tourné comment Rona a travaillé et surtout dans un mode de transformation organisationnelle. Moi, ce que j'aimerais que tu puisses, au fait, nous partager pour lancer ce panel, comment s'est opérée la transition digitale de l'entreprise quand toi, tu étais en commande de Rona? Merci. Merci de m'avoir invité. Écoutez, moi, lorsque je suis arrivé chez Rona en 1977, l'entreprise comptait 270 employés. Lorsque j'ai quitté l'organisation en 2012, le seul secteur informatique en comptait plus de 300. Alors, ça démontre bien comment les technologies de l'information avaient envahi tous les recoins de l'organisation. Entre ces 2 dates, il y a eu des évolutions et il y a eu des révolutions. D'une part, l'intégration des technologies de l'information au fur et à mesure qu'elles devenaient disponibles, et d'autre part, l'implantation progressive de ces nouvelles technologies, mais plus souvent les étendant d'une fonction à l'autre. Par exemple, d'abord le traitement de l'information interne, les fonctions financières comptables, par exemple, et puis les technologies de télécommunication avec le réseau de détail. Processus de commande, contrôle de nos stocks en entrepôt, puis contrôle des stocks en magasin. À travers ça, il y a eu des moments charnières. J'en retiens 2 particulièrement. On était en 1992, on est un regroupement coopératif de marchands indépendants dans le secteur de la quincaillerie. On décide d'ouvrir nos propres magasins de grande surface corporatifs qui nous appartiennent. Donc, dorénavant, les systèmes devront intégrer toute la chaîne de valeur depuis le fabricant jusqu'au consommateur. Pour nous, c'est une révolution.
Nous avons la chance, et ça, je vais revenir tout le long de ma présentation, de recruter une perle rare, Mme Linda Michaud, une nouvelle vice-présidente en système informatique et informatique. C'est elle qui a appelé notre transformation la grande révolution. Changement du matériel, changement de nos logiciels, donc de nos méthodes de travail et de tout le monde aussi, depuis la réception des marchandises jusqu'à la caisse enregistreuse. Mme Michaud domine son sujet. C'est comme toute bonne, on appelle ça une geek, elle se tient à la fine pointe de la technologie. Mais elle est en même temps centrée sur les besoins des usagers et de celles et de ceux qui doivent faire fonctionner les systèmes. En fait, je l'appelle la geek humaine. La grande révolution dure 3 ans. En plus du changement ordonné de tous les matériels et logiciels, le succès repose plus encore sur la formation de milliers de personnes. Donc, une formation qui est assurée par nous-mêmes, mais aussi par un regroupement de 10 collèges d'enseignement général et professionnel sur l'ensemble du territoire québécois. Le deuxième moment charnière, c'est le virage web. 3 étapes, 3 générations de sites web. Le premier en 1998, c'est notre premier site en ligne. Ça permet à nos clients de pré-magasiner, d'arriver en magasin avec une idée plus précise de ce qu'ils cherchent. C'est un site qui est informationnel, enrichi de conseils pour le bricoleur. Le site attire les louanges de l'industrie du web, le trafic augmente rapidement, donc on décide de devenir un site transactionnel, mais évidemment limité avec 500 produits achetables en ligne. Ça a été un projet pilote. On a précédé ça d'un projet pilote transactionnel, une première dans l'industrie au Canada. Donc, on était des précurseurs. On a développé ce système avec une firme spécialisée. En 2002, c'est la 3e génération de notre site web. Ça te permet de naviguer par projet comme si le bricoleur se faisait aider par un préposé à la vente dans un magasin dans la réalisation de son projet de bricolage. C'est infiniment plus complexe que de vendre des livres ou des DVD, ce que Amazon faisait à l'époque. On a aussi intégré le marché institutionnel à notre stratégie, c'est-à-dire le B2B. Ça a été un échec. La technologie était performante, mais nous avons sous-estimé la résistance au changement de nos acheteurs, du milieu des acheteurs institutionnels, qui était très conservateur. C'est un cas de « on a eu raison trop tôt ». Je retiens des leçons fondamentales. La première, c'est la seule ressource stratégique d'une entreprise, ce sont les personnes. Absolument. Les autres ressources, à commencer par la technologie, doivent être au service des personnes, les employés, les clients, les fournisseurs. Moi, j'ai eu la chance de recruter Mme Michaud, qui avait particulièrement compris ça, mais ceux et celles qui n'ont pas de Linda Michaud ont intérêt à rappeler à tous leurs spécialistes en technologie que l'humain est au cœur de tout ce qu'ils font. Absolument. Merci beaucoup, Robert, parce que la transformation, effectivement, le côté technologique, je dirais facile, mais ça commence avec le mindset, c'est là où ça commence. C'est le facteur humain qui va faire toute la différence. Tantôt, on a dit bonjour à tout le monde, mais pour être dans le monde de diversité que nous sommes au Québec, Canada et au Liban, il faut que je dise bonjour, hi, mais en même temps, marhaba et parev, parce que je vois il y a pas mal pour couvrir toutes les communautés aussi dans les 2 pays. Alors, Chadi, je me retourne vers toi et regarde, tu es un leader qui a changé des choses dans des grandes entreprises en France, avec Rio Tinto, aux États-Unis, au Canada avec Desjardins et maintenant au sein de CGI. Il y a un slogan que j'aime beaucoup, que je partage avec un ami ici au Canada. We are data rich, but information poor. On a beaucoup de données, mais on n'a pas l'information qui va nous aider pour prendre une décision et pour, au fait, gérer le risque et le tourner en opportunité. Selon toi, comment tu décrirais la transformation actuelle que les entreprises vivent sans avoir choisi de le faire? Parce que, comme mentionné tantôt Fouad, du jour au lendemain, on est dans un monde complètement nouveau. Merci Fouad, bonjour à toutes et tous. Vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Écoutez, marhaba. Écoutez, je commencerai par un message rapide, les collègues. Il n'y a pas un meilleur moment de soit travailler, comprendre la technologie, l'innovation et son impact sur les chaînes de valeur, à la fois dans les domaines sociaux, comme les gouvernements, les institutions d'éducation et les entreprises commerciales en passant. Et s'il y a une chose qui s'est passée depuis,
si on met de côté la tristesse de ce qu'on a vu la dernière année au niveau de la crise sanitaire, une chose qui est devenue super claire pour tout le monde, c'est que nous n'avons plus le choix de séparer la compréhension de comment la technologie et l'innovation vont avoir un impact sur nos sociétés, pas seulement nos entreprises. Honnêtement, j'étais très, très, très chanceux. Mon rôle et mes équipes depuis 12 mois, c'est analyser l'impact de l'incident, je vais l'appeler comme ça depuis 12 mois, sur toutes les industries, sur toutes les géographies où ce que CGI opère. CGI est dans 40 pays différents, dans 21 industries différentes. On fait des choses qui varient entre programmer le rover Perseverance. On a du code dans Perseverance qui est sur Mars aujourd'hui pendant qu'on parle, en passant pour ceux qui suivent ça, à aider une société comme Carrefour à gérer son chaîne de valeur de bout en bout, depuis la commande jusqu'à la livraison d'un produit. Et je vais vous dire, il y a trois contextes qui sont arrivés à des sociétés ou des organismes publics dans les derniers 12 mois. Il y avait ceux qui étaient préparés. Ils étaient préparés pas seulement avec la technologie, mais il y avait quelque chose qu'on appelle l'agilité organisationnelle. M. Dutton a fait référence à ça un petit peu. Ils étaient capables de très rapidement de bouger et s'ajuster selon le besoin de leurs parties prenantes. Et honnêtement, eux, malgré tout l'impact négatif sur les autres industries, eux autres ont très bien réussi les derniers 12 mois. On a des sociétés et des services publics qui ont pu gérer des volumes à 40, 50, voire 100% plus qu'avant la pandémie, avec succès. Commercial, ils ont fait beaucoup de profit. Secteur public, ils ont pu servir beaucoup plus de citoyens. Après ça, on avait la deuxième catégorie, ceux qui n'étaient pas préparés techniquement, numériquement, mais ils avaient l'agilité, ils ont pu très rapidement mettre les solutions en place et prendre avantage de la situation ou réagir vite pour servir leurs clients et leurs citoyens et leurs clients. Et finalement, et c'est malheureux, on avait une grande catégorie et c'est malheureusement la majorité toujours. Malgré qu'on parle de la transformation numérique depuis 20 ans sur cette planète ici, nos études, nos analyses de 5000 clients différents, 80% et plus sont toujours pas bien préparés pour naviguer l'agilité et l'intégration entre les chaînes de valeur numériques et technologiques. Je terminerai par le fait que les derniers 12 mois ont forcé cette accélération. Mais ce qui va être très important en sortant de ça, et nous sommes optimistes, moi personnellement je suis optimiste, il faut s'assurer que cette transformation soit inclusive. Et on a une très belle opportunité. Là, je vais être très optimiste. L'opportunité, c'est la technologie vient démocratiser ce qui est possible. Ce n'est pas seulement les grandes institutions financières qui ont du budget de... Moi, j'avais un budget de 1,5 milliard de dollars. J'avais 5000 personnes qui travaillaient en technologie. Ce n'est pas seulement ces organisations sont capables de faire ce qu'une grande banque est capable de faire aujourd'hui à cause des leviers technologiques. Vous tous, vous êtes capables de faire ça parce qu'il y a beaucoup de leviers numériques qui évoluent, qui nous permettent de démocratiser ça. C'est critique que ça soit pérenne, inclusif et qu'on adapte à des choses qui ont changé indéfiniment sans trop amener la frénésie et le hype. Et je vais vous en parler un peu plus loin à ce sujet. Merci beaucoup, Chadi. C'est vraiment, on est dans le vif de sujet, en tout cas les commentaires. Et déjà, des questions commencent à filer via la régie. Merci beaucoup, Gabriel. Louis, mon cher Louis. Alors, selon toi, quel est le portée d'innovation au Québec et comment le Québec se compare au reste du monde aujourd'hui? Si pour faire un certain baseline, Louis. Oui, bon, très rapidement, merci beaucoup et un plaisir d'être avec vous. Marhaba, bonjour, buenos días. Et donc, avant de parler du Québec, je vais parler rapidement de l'innovation au Canada, au Québec, et après, je vais l'atterrir vraiment très brièvement sur les startups, c'est mon domaine. Donc, je vais mobiliser des données des Global Innovation Index de Conference Board of Canada et de l'indice entrepreneurial québécois. Mais quelque chose que je peux dire rapidement, c'est que de plus en plus d'innovation, il n'est pas mesuré simplement pour l'investissement en R&D, et pas non plus seulement sur des publications ou des brevets. Il est aussi mesuré sur l'innovation sociale et sur l'innovation dans les modèles d'affaires, qui est très important. Donc, si on considère ça, c'est qu'on mesure la majorité des organismes, et c'est très important pour ce que je vais dire de Québec, c'est la innovation input, et c'est tous les éléments nationaux qui permettent de produire de l'innovation, des laboratoires, des universités, des politiques publiques, des subventions, etc. Et aussi, on mesure les innovation output, ça veut dire les brevets, les produits, les services, les articles qui sont publiés. Donc, où se trouve dans le monde Canada dans ces classements?
par exemple, si on prend le Global Innovation Index, il est dans la place 16. Dans d'autres, on les trouve aussi dans les 17. Mais on considère que le Canada a beaucoup de potentiel d'innovation pas exploité. Donc, on pouvait dire qu'il est input rich, output poor. Je m'explique. Si on classe le Canada par rapport à l'input, à la qualité des universités, des centres de recherche et des soutiens à l'innovation, il est dans la place 9. Ouais. Mais si on les place par rapport à ce qu'on produit comme innovation, produits, services, brevets, on est à la place 22. Ça veut dire qu'on a beaucoup de potentiel d'innovation qu'on n'a pas encore exploité. Et donc, ce qui fait monter notre niveau d'innovation, c'est nos centres de recherche, nos universités, les subventions, tout ce qui se développe, surtout en technologie de l'information et de la communication, les brevets. Mais quelque chose qui fait shooter, c'est la traduction en produit. Par exemple, les universités ont des très bons centres de recherche et on est des incubateurs, des accélérateurs, mais à différence d'autres pays, il y a peu de spin-off sortis des recherches directes de l'université. Ça veut dire qu'on a beaucoup de startups, mais ça s'est traduit. Normalement, les grandes découvertes et les grands brevets des universités, ils passent par des centres de valorisation et les brevets est vendu plutôt que ça devient un produit ou un service. Et ça, c'est une faiblesse très grande de l'écosystème canadien et Québec aussi, bien sûr, par rapport à d'autres écosystèmes. Au Canada, il y a 4 grandes villes que ces clusters se distinguent, donc Montréal, Toronto, Vancouver et Ottawa au monde. Et si je passe spécifiquement au Québec, Québec au Canada est considéré la 2e province qui innove le plus après l'Ontario. Qu'est-ce que c'est le plus fort au Québec? C'est les soutiens publics aux organismes, la quantité de subventions qui existent pour créer une entreprise, pour mettre en place des innovations, surtout dans les numériques, mais aujourd'hui, il y a beaucoup sur l'intelligence artificielle. L'intention entrepreneuriale, et je vais revenir après à ce qu'a dit Shadi, c'est qu'au Québec, et je suis co-auteur de l'indice entrepreneurial québécois qui va être lancé le 23 mars, au Québec, depuis 2009, on a triplé l'intention entrepreneuriale, mais on n'a pas augmenté la quantité d'entrepreneurs. Donc, on est un écosystème de désirabilité, mais peu de faisabilité, parce qu'il faut les faire plus inclusifs. Ça veut dire que les femmes, les immigrants sont beaucoup exclus de notre écosystème, mais bon, je vais revenir après sur ça. Et aussi, quelque chose d'intéressant, et je vais finir avec ça, c'est que le Canada, comme j'ai dit, il y a beaucoup de potentiel, il y a des centres, il y a des incubateurs, il y a des accélérateurs, il y a beaucoup de choses qui font qu'il y a des très bons inputs. Mais aussi, par exemple, quelque chose qui distingue le Canada, c'est qu'on a beaucoup d'investissements de risques et on nous compare beaucoup avec Israël, qui c'est un endroit où il y a le plus de startups per capita au monde. La grande différence, c'est que, par exemple, si on prend le cas du Québec et on prend l'investissement des risques des 2 dernières années, 10 entreprises par année ont raflé 85% des capital de risque, à différents des autres pays qui sont plus avancés où 200 entreprises ont les capitales de risque. Donc, pour finir, donc, le Canada et le Québec se trouvent entre les 16-17 positions des plus innovations. On a beaucoup d'innovations potentielles qu'on n'a pas exploitées. Il faut trouver comment passer à l'action et comment atterrir dans des entreprises, des produits, services, tout ce qui font nos centres. Et aussi, il faut démocratiser l'investissement et les faire plus inclusifs. Merci beaucoup, Louis. Et effectivement, pour plus démocratiser, il va nous dire maintenant, Robert, comment tu as vécu avec ton équipe les différents défis de cette transition et surtout, comment tu as pu gérer ce changement au sein de Rona? On parle de la crise, on parle des événements qui se sont passés. Écoute, moi j'ai toujours dit chez Rona qu'il y avait 2 phases dans les cycles économiques. Soit nous sommes en récession, soit nous allons en récession. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, quand ça va bien, il faut se dire que c'est temporaire. Parce que tôt ou tard, ça ira mal. Puis il faudrait être prêt. Alors, 3 mots, rigueur, discipline, rigueur. Ensuite, quand ça va mal, je répète toujours aux entrepreneurs que je côtoie, ne rétrécissez pas votre horizon et gardez les yeux sur le long terme. Parce que tôt ou tard, ça ira bien, puis il faut être prêt à saisir la relance. Une crise, ça comporte 2 éléments, l'urgence et la menace. Mais comme on dit, le sinogramme pour crise, ça veut dire opportunité.
Donc, pourquoi opportunité? Parce que la menace et l'urgence de la crise ouvrent les personnes au changement. On peut alors faire des changements qui seraient autrement longs, difficiles, voire impossibles à implanter. Pour profiter de la crise, il faut transcender la crise. Il faut donc réfléchir. Et ça, c'est un aspect que les entrepreneurs en général et même les chefs d'entreprise oublient. Il faut agir dans l'urgence, mais il faut réfléchir. Et réfléchir, ça ne veut pas dire ruminer nos vieilles idées ou penser. Ça veut dire réfléchir à faire du neuf. Pour illustrer mon propos, je pourrais dire, M. Faes, que j'ai vécu 2 crises majeures chez Rona pendant des dizaines de potentiels. Il y en avait au moins des dizaines de potentiels, mais avec un potentiel moins fétal. Mais la première crise que j'ai vécue en 1990, je venais d'être nommé chef de la direction, chef des opérations. Le Canada était dans une dure récession, les taux d'intérêt étaient à 15 %, les ventes de Rona étaient en chute libre et les relations de travail étaient pourries. Mais à part ça, tout allait bien. Alors, la situation aurait été facile de faire des coupures aveugles, genre on réduit tous les coûts de 15 %. On a plutôt choisi de passer en revue toutes, mais absolument toutes nos procédures, nos processus, nos façons de faire et de les améliorer dans une perspective à long terme. Nous avons rationalisé notre catalogue de produits, renégocié les conditions d'approvisionnement, amélioré le service à nos marchands, raffiné nos prévisions de vente, amélioré notre gestion de stock, perfectionné nos systèmes d'information financière et des dizaines d'autres améliorations, souvent marginales. Important, on le fait en impliquant tous nos employés et pas avec des investissements majeurs en technologie. Ça a été beaucoup de travail, mais bout à bout, ça a donné une énorme différence. On a donc pu faire des changements qui auraient pris des années et des années en période normale. Pourquoi? Bien parce que le sentiment d'urgence est un remarquable motivateur et un moteur de changement. Il rend acceptable des choses qui ne le seraient pas en temps normal. Ces améliorations ont toutes été permanentes, j'insiste là-dessus. Rona s'est lancé dans une longue période de croissance profitable. La deuxième crise majeure, une traversée du désert pour tout le secteur de la quincaillerie de la rénovation au Canada, dans le sillage de la crise financière de 2008. Notre secteur a été le plus durement touché de l'économie. La confiance des consommateurs s'est effondrée, ce qui est mortel lorsqu'on dépend de la construction et de la rénovation. La relance va arriver en 2013, malheureusement après mon départ. Cette crise est très, très différente de la précédente, même si les crises ont des éléments communs. Il n'y en a jamais 2 pareils. Mais notre réponse a été une stratégie en 2 phases. Première phase, je l'ai appelée la PEP, pour productivité, efficacité, profitabilité. Donc, des dizaines de mesures de changement facilitées par l'urgence, stock, logistique, promotion. Nous réussissons en 1 an à augmenter notre marge brute de 100 points de base, ce qui est énorme. Deuxième point, un ralentissement sélectif des investissements. Encore une fois, dans une perspective de stratégie à long terme. Nous ralentissons l'expansion, mais nous ne coupons pas sur la rénovation de nos magasins, la mise en marché, ni sur la formation du personnel qui est garante de la qualité. En fait, nous accroissons nos investissements en formation, en mise en marché et en technologie. Résultat des courses, nos ventes diminuent, mais nous gagnons des parts de marché. En fait, nous sommes les premiers d'une classe d'élèves en difficulté. Après la crise, ça devrait être payant. Deuxième phase de cette crise-là, on réalise à quel point le marché du détail de la quincaillerie est devenu cyclique. On décide donc d'intensifier notre présence dans le marché institutionnel, dans le marché institutionnel de la distribution, dont les variations cycliques sont moins violentes. On fait des acquisitions dans ce secteur-là de distributeurs. On densifie notre réseau dans les régions où on est moins dense. On le fait à moindre coût en recrutant des affiliés au lieu de faire des acquisitions ou des constructions de magasins. On achète un distributeur qui a beaucoup de magasins affiliés. La distribution est aussi moins cyclique. En fait, on se prépare à la grande révolution de la vente en ligne, où on sait que l'enjeu va être la capacité de distribuer rapidement nos consommateurs. Merci beaucoup. Comme en 1980, pardon? Non, je croyais que vous avez terminé. J'ai presque terminé. En 91, comme en 91, on a affronté la crise en pensant à la sortie de crise, pas juste à la crise. Ceux qui m'ont précédé ont défait ce que nous avions fait. Ils ont fait des coupures aveugles de mise en marché, de formation, entretien de magasin. Quand la reprise est arrivée en 2013, ils l'ont manqué. À retenir,
oui, il faut gérer la crise, mais il faut le faire dans une perspective à long terme parce qu'il y a toujours une après-crise. Merci beaucoup, Robert. Très apprécié. Shadi, je me retourne vers toi. Tu as vécu beaucoup de transformations numériques, mais aujourd'hui, en tant que, surtout ton approche innovante que tu as eue, que ce soit chez Rio, que ce soit Desjardins, que ce soit même au Lab Desjardins, mais aujourd'hui à CGI, comment CGI présente cette transformation à ses clients? Comment vous faites ça? Surtout quand tu es arrivé, c'était un moment un peu spécial, je veux dire. Sure. Deux commentaires. Je vais adresser le point de CGI, mais même chez CGI, et je le faisais avant et je le fais toujours, on reçoit des entrepreneurs, on reçoit les partenaires qui nous présentent des innovations. Et j'aimerais leur parler je ne sais pas si on a beaucoup d'entrepreneurs et innovateurs et startups dans l'audience, mais pour répondre à ta question, Fouad, je vais adresser deux choses. Je vais parler à eux et après ça, je vais vous parler de pourquoi j'apprécie beaucoup comment CGI aborde ça. Évidemment, CGI, on dessert les grandes entreprises et les gouvernements globalement, mais les besoins sont pareils. Trop souvent dans les pitchs des startups, des entrepreneurs, même dans certaines de nos demandes de nos clients ou nos propres équipes envers nos clients, je vois deux caractéristiques des approches que peut-être on doit réfléchir si on ne peut pas l'évoluer. Soit l'approche est trop centrée sur la technologie, soit l'approche est trop centrée sur mon exit strategy. Je suis une startup et comment je vais faire ma sortie. Et je vais faire un petit clin d'œil à ce qui était dit plus tôt sur l'innovation ici au Canada. Mais ceux qui sont le plus puissants, c'est celles et ceux qui commencent par l'impact sur le partie prenant. Le partie prenant, c'est qui? C'est le consommateur, c'est le citoyen, c'est le client qui consomme qu'est-ce qu'on est. Si on commence par là et on est clair sur le pourquoi on va résoudre un problème ou gérer un risque dans notre société ou dans le business, c'est souvent ces genres de projets, ces genres d'innovation qui marchent le mieux. Fait que de perspective CGI, pour répondre à ta question, il y a quelques éléments que j'apprécie énormément. C'est une des raisons pour lesquelles je me joins à cette organisation. D'abord, avant tout, on reste loin de la frénésie. Il y a beaucoup de frénésie sur la techno aujourd'hui, en passant partout dans le marché. Et c'est malheureux parce que dans certains cas, ça distrait de vraies innovations et vrais enjeux affaires ou société en passant. Parce qu'on est excité par une petite frénésie technologique qui sort et on commence à mettre les étiquettes comme blockchain, AI et autre chose. Mais il faut commencer par c'est quoi le problème affaires, société ou gouvernement qu'on règle avant qu'on tombe dans la technologie. Ceci dit, il y a trois dimensions que nous, CGI, on pense sont critiques à contribuer au succès des grandes entreprises. La première et de loin, c'est l'agilité organisationnelle. Je ne parle pas juste des méthodes agiles, c'est vraiment l'agilité organisationnelle. Ça va, selon nous, c'est pas mal un des avantages concurrentiels qui reste parce que tout le reste va se démocratiser. Et c'est déjà en train de se faire, on le voit autour de nous. Le deuxième élément, c'est regarder la chaîne de valeur technologique, le numérique dans une entreprise, plus comme une fonction de soutien, plus comme un appui. Il faut le planifier, le designer, le suivre comme la chaîne de valeur d'une entreprise en manufacturing ou la chaîne de valeur financière d'une institution financière. Et finalement, le futur de travail, ce qu'on appelle le future of work, a un impact très intéressant en pensant sur comment maintenant on va pouvoir travailler avec nos clients sur l'évolution de leur façon de travailler. Fait que pour conclure, hyper centré sur le consommateur, le partie prenant, rester loin de frénésie et vraiment travaillons sur le why de pourquoi on fait l'innovation. Merci beaucoup, Shadi. Le focus, c'est une des raisons, au fait, des conditions de réussite, que ce soit individuel ou au niveau d'entreprise, mais c'est vraiment très bien dit. Merci beaucoup. Je reviens chez Louis. La pandémie actuelle, Louis, a touché les strates économiques. Certaines entreprises ont effectivement drastiquement, ont été affectées drastiquement dans les secteurs de restauration, tourisme, événementiel. D'autres en ont tiré profit. Beaucoup ont pivoté aussi, adapté leur modèle d'affaires. Comment expliquer cette capacité de se réorienter et rediriger leur offre de produits ou services, d'après toi? Oui, écoute, rapidement,
Selon plusieurs sondages ici au Québec, au Canada et au monde, les secteurs les plus touchés, c'est la restauration, le tourisme, les entreprises créatives et culturelles, mais on parle moins de la construction qui était aussi touchée et de tous les fonds d'investissement. Il y a eu beaucoup moins d'activités, sauf quelques exceptions, dans l'investissement. Si on voit les 5 investisseurs un peu partout, ils ont été moins dynamiques parce que c'est plus difficile de présenter, c'est plus difficile de communiquer. Les commerces de détail, oui, c'est qu'ils ne se sont pas adaptés au numérique et ils n'ont pas compris leurs besoins de leurs clients. C'était affecté. Mais pour ceux qui l'ont appris, ça a été un boost. Et aussi, les startups qui venaient d'être créées, qui avaient moins d'un an, n'ont pas pu profiter de la majorité des subventions, de la majorité des soutiens. J'ai fait une parenthèse pour dire que j'ai salué les gouvernements, surtout les fédérales et les provinciales. Il faut les critiquer quand il faut les critiquer, mais il faut les reconnaître aussi. Ils ont été très à l'écoute, ils ont fait des forums, ils lançaient des initiatives, ça ne marchait pas, ils l'ont changé, ils ont fait des bons et mauvais coups, mais j'avais jamais vu autant de dynamisme, j'ai vu ça pas dans beaucoup de pays, que cette espèce de consultation et sortir des soutiens. Mais j'ai fait mon parenthèse, mais les moins, c'est beaucoup d'entreprises ont été favorisées et ça, on va voir quand l'indice entrepreneurial va sortir, mais ce que je veux dire, c'est que les entreprises qui avaient moins d'un an, dans beaucoup de startups, ils n'ont pas pu profiter parce qu'ils n'avaient pas un payroll d'un an, parce que pour différentes raisons. Ils n'ont pas eu accès à financement, à subventions. C'était plus difficile parce qu'ils venaient de démarrer, ils ne savaient pas des clients très attachés et passer à distance, c'était très difficile. Aussi, les fournisseurs à distance, et ils ne savaient pas encore une bonne interconnectivité. Et les plus touchés, selon plusieurs sondages, c'était normalement les immigrants récents. Je dirais bien parce que tu es bien, tu es en train de comprendre la culture. Déjà, on passe à un mode à distance. Aussi, comme tu n'as pas la résidence permanente, tu n'as pas la nationalité au Canada, malheureusement, tu as accès à presque aucune subvention, à presque aucun soutien. Entreprise, c'est un des rares, et notre accélérateur aussi, incubateur, accélérateur, qui vont t'accepter, même si tu n'as pas la nationalité, la résidence. Mais donc, les immigrants se sont trouvés très touchés. Et j'ai fait une parenthèse. Contrairement aux États-Unis, où la majorité, par exemple, des licornes, ont été faits avec des immigrants qui avaient très peu de temps qui étaient aux États-Unis. Et donc, là-bas, il y a moins de restrictions. C'est plus difficile d'avoir un visa. Mais là, ils étaient beaucoup moins touchés. Ici, c'est les entrepreneurs immigrants, mais immigrants récents, qui ont été très touchés. Et c'est qui ont été les plus bénéficiés? C'est les jeunes. C'est les entrepreneurs entre 19 et 35 ans qui comprenaient les médias sociaux et qui étaient capables de faire la pub rapidement dans les médias sociaux, qui pouvaient travailler plus rapidement à distance et qui avaient des entreprises de plus d'un an. C'est ça. Mais il faut dire aussi que c'est surtout ce qui était diplômé. Je reviens à ce qu'a dit Shadi. Parfois, on pense il faut pivoter et on pense aux technologies. Non, c'est quoi? À fin de compte, c'est quoi pivoter? C'est tu vois ton modèle d'affaires, donc tu vois la production et la proposition de valeur. Donc, tu te focalises d'abord sur la proposition de valeur. Et il faut dire, est-ce que ma proposition de valeur ajoute de la valeur à mon client? Non, parce que maintenant, il n'est plus dans l'entreprise, il est à la maison. OK, maintenant, est-ce que je dois changer ma proposition ou est-ce que je dois changer les canaux de communication ou les canaux de distribution? OK, et une fois que est-ce que je vais les changer? OK, est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour produire ça ou moi-même je vais les produire? Et là, on commence à parler des technologies. Mais la première innovation, c'est dans ton modèle d'affaires et c'est directement lié à ton client et la technologie doit suivre ça. J'ai fini avec un exemple d'une entreprise qui fit dans tout ce que j'ai dit, des jeunes, des moins des 30 ans, immigrants diplômés qui ont réussi à faire un bon pivot. C'est une entreprise qui s'appelle Potluck, qui est passée par nos programmes. Robert doit la connaître très bien, et Manaf aussi. Et donc, Potluck, il faisait des études de marché ou un peu plus des customer research, que ça va plus loin que l'étude de marché. Et au début, il s'était très focalisé sur les centres d'achat. Donc, les personnes pouvaient voter dans des pages web, quelle est l'entreprise que tu voulais dans tel centre d'achat. D'un coup, les centres d'achat sont fermés, le business model est mort. Donc là, ils font un pivot, ils disent on va faire des études de marché, et on va utiliser notre capacité, on va voir, on va rejoindre les mondes de manière différente et ils passent à faire des études de marché à travers les médias sociaux. Et pas simplement pour les entreprises, ils font des études sur la COVID, sur les voitures,
après le résultat, pendant la COVID, ils lèvent 20 millions de dollars de chiffre d'affaires. Ils viennent d'ouvrir Europe et États-Unis. Ils sont passés de 20 employés à 85 et maintenant, ils sont un marché mondial, pas simplement les centres commerciaux de Québec. Ils peuvent faire des enquêtes en Chine. Et simplement, ils se sont dit, on a cette technologie, mais on va changer la proportion des valeurs, on va changer et la manière d'arriver là. Donc, eux, ils ont été plus que bénéficiés par la COVID. C'est un beau pivot. Absolument. Merci beaucoup, Louis. Effectivement, c'est une des startups qui a vraiment profité de la base entrepreneuriale, mais aussi qui a pu faire le pivot quand il fallait le faire et se centrer sur, effectivement, les parties prenantes comme effectivement. Merci beaucoup. Robert, je retourne vers toi. Rona a traversé de nombreuses périodes de turbulence et d'incertitude qui ont pu affecter l'économie, mais aussi les habitudes de consommation des gens. Hein. Comment avez-vous procédé pour prendre avantage de la crise plutôt qu'en subir les conséquences? Ton micro, Robert. Ton micro, mon cher. Bon, c'est fait. Je le fais une fois par rencontre, alors au moins c'est fait. Nous, on vient d'une culture de petits marchands qui se sont regroupés. Donc, on a toujours développé une grande proximité avec notre clientèle. Donc, durant les crises, on n'a pas perdu ce réflexe-là de toujours s'assurer d'être près de nos clients. Dans une organisation comme la nôtre, évidemment, le mot client a deux sens. Un, le premier, c'était nos marchands avec qui on transigeait, qui avait aussi deux chapeaux, celui du propriétaire de l'organisation et aussi notre client, et aussi le consommateur, qui était l'objectif final. On a toujours été près d'eux, essayer de comprendre leur réalité, comprendre leurs attentes, leurs besoins, s'ajuster et être prêt à y répondre le plus rapidement possible. Donc, toute notre approche a toujours été d'être près des personnes qui étaient nos clients, soit par l'intermédiaire des magasins ou le client final. Donc, ça a été, je pense que ça a été, dans les périodes difficiles, ça a été vraiment un élément important pour nous parce qu'on n'a pas perdu ce contact-là. On était capable de s'ajuster et dans nos réactions, parce que finalement, en période de crise, on est souvent en réaction, on n'a pas perdu ce réflexe-là d'être près d'eux. Je pense que c'est ça qui nous a souvent aidé à prendre les bonnes décisions. Merci beaucoup, Robert. C'est très apprécié. Shadi, je retourne vers toi, mon cher. Comme on sait, tout le monde le sait, CG est une firme globale avec 76 000 employés dans les 4 coins du monde. Quel est le facteur qui pilote la transformation numérique en interne? Parce que là, oui, vous vendez vos machines à saucisses à l'externe, comme on dit en pur québécois, mais à l'interne, comment vous faites? Écoutez, vous allez penser que je radote un peu, mais vous allez voir pourquoi je me joins à CGI. Le fondateur, depuis très longtemps, et un de ses priorités, c'est qu'on commence toujours par 3 parties prenantes. 1, les clients. 2, les employés, on les appelle les membres en passant, parce que presque tous nos employés sont des propriétaires de l'organisation. Et 3, finalement, les actionnaires sont très importants. Fait que tout ce qui est numérique, tout ce qui est agilité, tout ce qui est investissement interne, il est orienté directement sur l'impact de nos clients, de nos employés, 3, les actionnaires. Et n'est pas concentré sur, je répète encore une fois, on ne commence pas par la techno. Évidemment, il y a de la techno. Évidemment, il y a l'innovation. Évidemment, il y a du machine learning, de l'automatisation, tous ces éléments-là. Ça, c'est une ligne directrice très claire. Et ce qui est important, c'est que ce qu'on retrouve de plus en plus, surtout avec ce qui se passe autour de nous, avec la démocratisation de la technologie, l'importance du numérique dans les chaînes de valeur de tous les secteurs, c'est qu'on met beaucoup d'énergie à s'assurer que tous nos gens maîtrisent 3 dimensions. La première, c'est comprendre les enjeux d'affaires, affaires étant commerciales ou publiques ou institutions d'éducation en passant. 2, oui, la technologie, parce que ça change super rapidement. Il faut faire la part de la frénésie et les vraies choses. Et toi, quelqu'un l'a mentionné, je pense que c'est l'autre Fouad au début, c'est les soft skills en passant. Les premières 2 sont faciles à apprendre. La troisième, c'est critique, parce que cette notion de gérer les connaissances, collaborer
et de trouver des façons de travailler ensemble en agilité et critique. Et je vous donne un exemple, en passant, ça date de presque 1 an. Quand le WHO a annoncé la crise mondiale ou la pandémie mondiale le 11 mars l'an passé, ça a pris 4 jours pour que 76 000 personnes dans 40 pays quittent leur bureau, vont en mode remote avec presque zéro impact sur 5 000 clients à travers le monde. Ça, c'est un exemple d'agilité qu'on a besoin, c'est plus négociable comme on voit dans la session qu'on a aujourd'hui. C'est sur mute, Fad. Oui, oui, merci beaucoup, Shadi, c'est très apprécié. Louis, je reviens chez toi, mon cher, effectivement. Y a-t-il des modèles ou patterns qui peuvent expliquer le succès de certaines startups dans un contexte d'incertitude? Et quels conseils tu donnerais aux startuppers, si je peux dire, et startuppeuses aussi? Oui, bah, il n'y a pas, tu sais, il y a pas, il y a pas, il y a pas une recette, il n'y a pas une bulle de cristal non plus, mais bah, c'est il faut continuellement challenger ton modèle d'affaires. Tu peux utiliser les business model Canvas, les lignes Canvas, on n'importe quel outil pour, avec ton équipe, mettre de manière visuelle tout ton modèle d'affaires et voir quels sont les blocs de ton modèle d'affaires que tu peux garder et quels sont les autres que tu dois adapter. Et après, bah, quelle est la technologie qui va aller avec. Et plus loin encore, tu dois faire des scénarios parce que comme Fouad a dit, on ne sait pas quelle va être la nouvelle normalité. Ça veut dire, si mon marché, c'est les bureaux, les personnes qui sont au bureau, est-ce qu'ils vont rentrer, est-ce qu'ils ne vont pas rentrer, est-ce qu'ils vont rentrer, mais ils ne vont pas avoir un bureau fixe. Donc, il faut que tu te fasses des scénarios. Il faut que tu te fasses des scénarios et il faut que dès maintenant, tu commences à tester et qu'il faut que tu commences à tester des idées parce qu'on ne sait pas. Est-ce qu'on va revenir en hybride, on ne va pas du tout revenir, ou ça dépend de l'entreprise, ça dépend des secteurs. Donc déjà, il faut faire du trial and des error. scénarios. Tu veux dire du trial and error un peu, Louis, n'est-ce pas? C'est essayer et voir quoi changer, ainsi de suite. Être vraiment... C'est ça. C'est ça. Il faut faire une itération. Il faut faire une itération avec les terrains. Je vais donner un exemple, pas d'une startup, mais d'une entreprise qui est une startup et qui maintenant est grande, et Shopify, Spotify, pardon. Spotify, ils se sont dit, bah, ça y est, les personnes vont être chez eux, ils vont écouter beaucoup plus la musique, donc, et ce n'était pas le cas. Il n'y a pas eu une grande augmentation et ça, c'était son modèle d'affaires. Mais par contre, il y a les personnes qui étaient en maison, ils ont commencé à faire beaucoup de podcasts, les artistes et monsieur, madame, tout le monde. Donc, ils se sont dit, bah, si on veut ajouter de la valeur, je vais permettre aux personnes d'ajouter des podcasts dans l'offre. Et là, ils ont fait un pivot en ajoutant de la valeur. Mais ils ont dû challenger. Ce n'était pas ça, son modèle d'affaires. Ils ont dû ajouter des modèles d'affaires. Donc, c'est une entreprise qui a encore gardé une mentalité d'exploration. J'ai fini avec ça. C'est qu'avant, les entreprises valaient pour l'infrastructure, après pour les brevets, après pour ceux qui connaissaient l'équipe. Mais aujourd'hui, les données sont très importantes. Mais surtout, comme tu as dit au début, Fat, qu'est-ce que tu fais avec les données? Donc, je pense que la majorité d'entreprises ne mobilisent pas assez les données qu'ils ont sur les clients pour les aider à prendre des décisions, ou ils ne savent pas comment aller chercher de l'information sur ce qui est en train d'échanger les clients, les fournisseurs. Donc, je pense que la partie 1 des numériques, c'est monter ta page web, mais le deuxième, c'est comment est-ce que tu peux, des médias sociaux différents, avoir plus de données et les mobiliser. Et j'ai fini avec ça. Il faut profiter de ces moments-là pour penser de manière plus globale. Tout le monde est connecté. Peut-être on peut avoir un marché un peu plus grand que celle qu'on a parce qu'on a plus d'interconnectivité. Merci beaucoup, Louis. Effectivement, avec que ce soit des étudiants et les entrepreneurs, je le dis toujours, il faut raconter une histoire avec la donnée, que ce soit une histoire d'affaires, une histoire de conviction d'aller chercher les 20 millions comme ils ont fait Potluck et ainsi de suite. Il y a toujours une histoire à raconter. C'est ça où on va vraiment consommer, on va vraiment profiter de l'information, de la donnée que nous avons et la vraiment tourner et transformer en information. Je ne vous dis pas le nombre de questions que nous avons. Il y a encore 2 petites questions, Robert. Je vais te poser encore une question, mais j'aimerais une réponse très rapide. On sait très bien aujourd'hui, on a beaucoup de personnes.
tu as l'expérience de l'entreprise. Shadi aussi, quand il était, je sais, à Desjardins aussi, il faisait probablement des acquisitions de start-up avec des solutions innovantes et parce que ça a été beaucoup moins cher. Mais il y a un peu encore un gap, on trouve, que comment on peut faire un mix, vous voyez, pour pouvoir que les startups puissent profiter de l'expérience parce que c'est dans deux voies. Ce n'est pas juste que nous avons l'expérience en tant que grande entreprise et les startups veulent faire un scaling de ce qu'ils font. Alors, comment trouves-tu, c'est encore timide si on le trouve sur le marché, surtout québécois et un peu même partout au monde, mais c'est encore timide. Quel serait ton message, Robert, pour encourager plus cet exercice de mariage, si je peux dire, en se fiançant avant de se marier, c'est sûr? Toute l'histoire de Rona est basée sur le développement du secteur de la quincaillerie de fournisseurs québécois. Je pense qu'on parle beaucoup d'excubation. C'est un mot qui revient à la mode, mais si j'étais un président de grande entreprise et je m'intéressais à ça, je me poserais 4 questions. La première question, parce qu'on voit l'expérience de Foodbyte aussi en passant, là, qui est intéressante, qui est une initiative de Rabobank, là, la coopérative de crédit néerlandaise. Je me poserais 4 questions comme chef d'entreprise. Un, si je suis dans une réunion avec des startups qui veulent m'offrir un service, je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que l'excubation correspond vraiment à mes enjeux? Est-ce que je ne succombe pas à un effet de mode? Est-ce que je recherche à l'externe, une solution toute faite à un problème interne de gestion de l'innovation? Deuxième question que je me pose, est-ce que j'ai fait au préalable moi-même un pitch à mon organisation pour s'assurer que les membres endossent le projet d'excubation avec enthousiasme? Si je n'ai pas fait ça, aucune start-up survivra à l'indifférence ou même l'hostilité qu'elle rencontrera chez nous. Je soupçonne que cette étape est souvent négligée. C'est facile d'avoir l'approbation du président de faire affaire. Quand on tombe dans la grande machine des entreprises, c'est plus difficile. Troisième question, est-ce que j'ai des choix de critères clairs fixés d'avance? Pas tellement sur la nature même de l'innovation que sur les caractéristiques des entrepreneurs avec qui je ferai affaire éventuellement. Évidemment, je veux qu'ils soient dynamiques, innovants, mais il faut qu'ils sachent, les startups, ce que c'est qu'une grande entreprise, avec ses contraintes, sa culture, sa dynamique propre. Souvent, les jeunes entrepreneurs ne connaissent rien de la façon de fonctionner de grandes entreprises. Pour une école comme la nôtre, c'est une occasion de leur montrer. En d'autres termes, je ne veux pas juste laisser aux avocats le soin de négocier un contrat. C'est un véritable entrevue d'embauche que je dois avoir avec la start-up parce que j'ai besoin d'avoir des entrepreneurs avec qui je pourrais avoir une relation étroite. Il faut des cultures différentes, des valeurs, mais elles doivent être compatibles parce qu'il faut en faire des partenaires. En fait, quatrième question, est-ce que je sais comment aligner les intérêts des entrepreneurs à ceux de mon entreprise? Est-ce que je vais être souple quant à la façon d'y arriver? Est-ce que c'est une co-entreprise, des scénarios de sortie, des arrangements plus pérennes? Il faut être aussi créatif dans cet aspect-là. Si j'ai répondu à ces 4 questions-là, le succès n'est pas garanti, mais je pense que j'ai évité beaucoup d'erreurs de base et je permettrai à des petites entreprises de grandir. Merci beaucoup, Robert. Très bien dit. Je reviens chez toi, effectivement, mon cher Shadi, pour la dernière question. Et juste une petite parenthèse pour faire un pont avec ce que Fouad avait dit. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais un geek, un développeur. Et je me rappelle au Liban, chez le revendeur IBM, dans PC Group, la première fois que j'ai présenté le logiciel que j'avais créé pour le client, le propriétaire a remarqué que j'avais des soft skills d'un vendeur, d'un marketeur, que ce serait dommage que je reste derrière l'ordinateur et non pas à côté du client. Alors, on peut avoir les connaissances nécessaires, mais des fois, les soft skills peuvent faire pivoter toute une carrière. Et tu sais, aujourd'hui, Shadi, merci encore une fois que tu sois là, surtout le DNA qu'on porte tous les deux. C'est une collaboration avec l'Université Saint-Joseph de notre pays natal. Hein. Et on sait, avec toutes les circonstances qui entourent aujourd'hui, effectivement, le Liban et même le monde, ce n'est pas juste la pandémie, c'est mondial. Crois-tu, serais-tu motivé à encourager CGI, effectivement, de créer des emplois au Liban? Parce qu'on sait CGI a des centres de développement, de call center. Juste pour te dire qu'il y a plus que 11 000 personnes, suivant une étude
d'Invest Lebanon au Liban qui sont dans le domaine des TI, je dirais, comme on l'appelle ici, dont 60% de cette force est dans le développement de logiciels. Un autre 16% dans tout ce qui est digital startup, dans tout ce qui est les startups au niveau numérique et autres. Alors, et toi, tu as un exemple parmi les 14 millions de Libanais et Libanaises dans la diaspora au monde qui a réussi et qui est devenu un leader mondial. Alors, pourrais-tu donner un message d'espoir ou ta vision de cette chose-ci? Peut-être c'est trop te demander, mais quand même, je prends un risque. Je sais. Non, avec plaisir, j'adore la question. D'abord, je veux juste vous dire, moi, j'ai commencé ma carrière à programmer les robots et je touche le code toujours à tous les jours parce que je pense qu'il ne faut jamais abandonner ça. Je reviens à ta question. Avant de répondre… Complètement d'accord avec toi. Je reviens à ta question. Les dépenses mondiales en technologie, c'est 3 000 milliards. En anglais, 3 trillion. Et consensus, tous les analystes pensent que la croissance de ces dépenses va être entre 5 et 9% par année pour les prochains 5 ans. C'est positif. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dépensé en technologie. Et malgré toute l'automatisation et le machine learning, un des défis les plus importants, et je vais le répéter plusieurs fois ici, c'est trouver les talents et les compétences à travers le monde. Nous, tous nos clients ont des postes, des centaines de milliers de postes ouverts à travers le monde aujourd'hui et ça va continuer à s'aggraver la situation. Maintenant, pour répondre à ta question, CGI est déjà dans beaucoup, beaucoup de pays en passant. Maroc, l'Est de l'Europe, en Asie, 15 000 personnes. Même au Canada, aux États-Unis, on déplace des postes dans des villes, des villages même, parce qu'il y a des opportunités de ça. Mais il y a quelques critères critiques, si je peux dire ça, pour aller quelque part, dans le Liban. Fait que je nous challenge ensemble. Il faut que les systèmes d'éducation sortent des talents pertinents et que ça collabore avec l'industrie. Parce que ce n'est pas juste techno pour techno, c'est les trois domaines que je vous ai parlé, connaissances business, techno et soft skills, comme Fouad l'a dit. Deuxième, il faut l'infra et la stabilité de l'infra. Nos clients, dans le cas de CGI, on a beaucoup de clients où leur exigence, c'est les niveaux de service de, si vous connaissez ça, 5-9. Ça veut dire disponibilité système 99,999%. C'est-à-dire, on se permet 1 ou 2 minutes de downtime par année. Pensez au gouvernement, pensez aux institutions financières. Fait que je vais conclure pour répondre à ta question, Fouad. Si il y a quelqu'un sur l'appel ici qui a de la confiance qu'on peut mettre un framework autour de ça, basé au Liban, qui rencontre ces critères-là, je suis membre du comité exécutif de CGI, ça me fera plaisir de faire de lobbying à l'interne pour le Liban. Fouad les deux Fouad travailleront fort sur la chose parce que je trouve que ce sera, surtout avec le contrat que vous venez de gagner en Allemagne, tu sais, le Liban, c'est très proche de l'Allemagne, alors ça va vous permettre d'avoir, en tout cas. Merci beaucoup pour ta réponse, Chadi, c'est très apprécié. Je suis, en tout cas, les commentaires de tout le monde sur tes réponses, celles de Robert et celles de Louis sont très, très encourageantes. Il y a beaucoup de questions, mais je vais juste choisir 2 pour question de temps avant de remettre la parole à Fouad et qui va faire le mot de clôture et finalement Manaf va terminer de son côté. Alors, il y a une question de David Mata. Comment créer une chaîne de valeur intégrée au Liban lorsque les différentes composantes de cette chaîne ne sont pas fonctionnelles et qu'il n'y a pas de stratégie globale qui définit la mission et la vision, comme c'est le cas au Liban? Par où commencer? Je vais comme je suis avec toi maintenant, je vais te poser à toi et puis je poserai une autre à nos chers panélistes. Vas-y. Est-ce que tu t'adresses à moi, Fouad? Oui, trois éléments. Et je vais vous parler de quelques expériences parce que dans mes anciens postes, même aujourd'hui, on travaille avec quelques communautés, pas au Liban pour le moment, de comment régler des problèmes de stabilité de chaîne de valeur technologique. Numéro 1, c'est l'infrastructure, de loin, une infrastructure stable, fiable, qui reste en continu. Maintenant, dans certaines zones, même aussi au Canada, si vous pouvez le croire ou non, c'est ne pas possible au niveau vitesse, au niveau stabilité de ces connexions. Ce qui émerge par contre, c'est qu'il y a certaines technologies émergentes à ce moment qui sont indépendantes des lieux physiques qui peut-être vont donner espoir à ces éléments-là.
Ça, c'est un élément critique, je crois, pour le Liban. Une fois qu'on a réglé ça, tous les autres éléments, il faut les prendre en main et ça peut commencer par les zones, ça c'est une autre expérience qu'on a fait aux États-Unis et en Europe, des zones concentrées. On n'a pas besoin de ça pour un pays complet, une stratégie pays complet. S'il y a une zone, un village, une ville de deuxième niveau qui peut choisir de stabiliser quelques éléments, travailler avec les institutions financières, créer un peu d'incubation avec le commercial, ça se fait à une petite échelle, prove it out et mettre la pression sur le reste pour expand. Moi, je dirais que c'est les deux dimensions qu'il faut attaquer. Merci beaucoup, Shadi. Louis, je vais m'adresser ma question à toi comme c'est de Sandra Bogossian, c'est une étudiante à l'USJ, si je ne me trompe pas. J'ai vu son nom filer dans le chat. Voici sa question. Avec les grandes entreprises multinationales dans tous les secteurs qui sont prêts à payer les meilleurs talents et à obtenir les produits, services, expériences les plus innovantes et technologiques, et qui peuvent même se permettre de survivre en période de crise. Comment une start-up peut se prouver et gagner sa place, d'après toi, Louis? Ouais, écoutez, la réponse, hier, j'ai invité un potluck dans mon cours et ils ont posé cette question. Ils ont dit, écoute, tu fais des customer research, c'est une industrie de, je sais pas, 20 milliards en Amérique du Nord. Ils ont dit, demain, quel l'empêche, il peut répliquer ton modèle. Et la réponse des entrepreneurs, c'était on était déjà contactés par cette entreprise et ils nous ont dit qu'on essayait de nous copier et ils ne sont pas arrivés. Et donc, ils nous sous-traitent des services. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Et en fait, la réponse après réflexion, c'est que pour qu'une grande entreprise se mette à faire une innovation comme ça d'une startup, il faut qu'il mobilise son équipe, il faut qu'il travaille de manière lean, il faut que… C'est très difficile de sortir de tes paradigmes, des manières que tu fais. Une startup part d'un autre modèle et il n'a pas les schémas mentaux qu'il y a quelqu'un qui a une grande entreprise. Mais la réponse est, pourquoi ces General Motors et Ford n'ont pas fait les Tesla? C'est pourtant, ils sont tout. Et ils dépensent chaque année, et c'est une question que je me pose souvent, pourquoi ces entreprises qui passent chaque année et ils sont des équipes, des PhD en recherche et développement, pourquoi ce n'est pas eux qui développent ça? Pourquoi c'est les startups? La réponse est parce que les startups commencent sans beaucoup de ressources, on se focalise sur les besoins et pas sur l'infrastructure qu'on a. Donc, ils travaillent sur les besoins et ils commencent à accumuler des données. Et quand une grande entreprise veut se lancer, il est en retard par la quantité de données et la mobilisation et la capitalisation des données que la start-up a à faire. Donc, pour finir, il y a beaucoup de barrières d'entrée. Un, les données qu'il y a, la connexion qu'il y a les start-up, mais aussi changer la mentalité d'un grand groupe. Changer la mentalité d'un grand groupe, ce n'est pas demain que ça va se faire. Donc, la solution qu'ils font les grands groupes, ils s'achètent les startups pour incorporer la technologie. Ça peut bénéficier l'entrepreneur et les startups éventuellement, ou ils font des excubations. Ça veut dire dans un incubateur, ils jumellent les entrepreneurs avec les grandes entreprises, mais encore une fois, une startup peut gagner. Mais tu sais, pourquoi ce n'est pas Chapters qui a monté Amazon et ils l'ont vu grandir? Pourquoi ce n'est pas les hôteliers qui ont monté Airbnb? Pourtant, ils l'ont vu grandir. Parce que c'est très difficile pour les grandes entreprises, malgré qu'ils ont les moyens, d'échanger les mindsets et de créer une culture d'innovation. Merci beaucoup, Louis. Merci, Shadi. Merci, Robert. De mon côté, je crois que c'était vraiment fantastique. Je vois les commentaires. Il y a encore quelques questions, malheureusement, en manque de temps, mais je vais les acheminer aux panélistes et comme ça, on va vous acheminer les réponses aux personnes qui ont posé encore de questions. Mais je vais rendre la parole à Manaf, au fait, et puis lui, il va aller vers Fouad à la fin. Merci encore une fois tout le monde et à toi, Manaf. Écoutez, un très grand merci, Fouad. Merci, Robert, Shadi et Louis, pour ce bel échange de très grande qualité, instructif et tellement pertinent. Je pense effectivement qu'on aurait pu le faire durer un peu plus, mais peut-être une occasion de refaire et de poursuivre ce type d'activité dans le futur. C'est certain qu'on va le poursuivre dans le futur. En fait, j'en retiens essentiellement que dans le contexte actuel, le contexte actuel vient renforcer l'importance du numérique dans les entreprises et surtout la connectivité avec les parties prenantes, le consommateur, mais il s'agit aussi d'une connectivité intersectorielle, interrégionale, internationale,
Donc, c'est des dimensions qui viennent s'intercaler autour du numérique. Je retiens aussi qu'il devient aujourd'hui primordial de développer les compétences et faciliter l'accès aux infrastructures pour diverses raisons, pour saisir, extraire, valoriser les données, mais aussi communiquer l'information avec plusieurs impacts. Parmi ces impacts, on peut avoir, il y aurait l'amélioration de la compétitivité des entreprises, l'attraction d'investissements, notamment étrangers, mais encore une fois, très important, la mobilisation des talents, des expertises et la création d'emplois à grande valeur ajoutée, avec finalement la technologie numérique essentiellement comme un outil de renforcement des capacités humaines dans l'entreprise et l'amélioration de l'expérience du client. Donc, j'aimerais remercier Fouad Fares pour ses interventions. J'aimerais souligner l'animation extrêmement dynamique du panel. Merci beaucoup. J'en profite aussi pour inviter les participants aux prochains événements du mois de mars. Vous allez avoir quelques informations dans les fils de discussion, mais juste pour vous dire, le 19 mars, il y aura une table ronde sur l'inclusion en marge d'Expo Entrepreneur. Le 23 mars, le dévoilement de l'indice entrepreneurial québécois, un portrait avant et pendant la pandémie le plus complet avec plus de 15 000 Québécois sondés. Et le 26 mars, un panel sur une initiative de la base entrepreneuriale en collaboration avec le DJ Hub, qui est le hub numérique de Shawinigan en région au Québec, le groupe 3737 et Entreprendre ici. C'est le panel sur la passerelle numérique. Alors, merci à tous et j'invite Fouad Mourol pour conclure. Manaf, pardon, est-ce que je peux dire un petit mot avant la conclusion, très rapidement, vraiment très rapidement. Oui, bien sûr. Il y a une taxe pour ça, Louis. Je suis prêt à payer. Écoutez, je suis mexicain et dans mon pays, si on voit les 20 plus grands entrepreneurs, il y a beaucoup qui sont d'origine libanaise, les Helou, les Slim, les Domit. Donc, c'est clair que pour moi, je vois un Libanais et il y a un Phénicien en potentiel. Non? Je pense que et ce qu'on voit dans notre incubateur et dans nos accélérateurs, et je les vois de plus en plus, c'est qu'il y a des entrepreneurs d'autres pays que la situation se trouve difficile, notamment de l'Amérique latine ou aussi de l'Asie et de l'Afrique, qui contactent des startups dans d'autres pays qui sont des incubateurs accélérateurs pour dire « j'ai pu devenir ton co-founder à partir de là ». Et on les voit très souvent dans nos programmes, des personnes qui disent « oui, mon co-founder, il est au Sénégal ou il est en Guatemala ». Et tu les connais? Non, en fait, pas physiquement, mais… Et donc, c'est une nouvelle réalité et je pense qu'on peut l'exploiter. Et c'est clair que dans le monde, personne ne met en cause l'esprit entrepreneurial libanais. Je voulais dire simplement ce mot. Merci on apprécie beaucoup, Louis. On apprécie beaucoup. Au nom des Libanais au Québec, avec Shadi, merci pour ce témoignage. Très apprécié. À toi, écoutez, si vous voulez que je clôture, franchement, ce que j'ai entendu m'a touché à plusieurs niveaux. Je vous raconte une petite histoire très rapidement pour terminer. Vous savez que je viens du monde des affaires, de l'investissement. Je représentais un conseil d'administration qui était là pour investir pour un film libanais qui était par un grand cinéaste libanais qui s'appelle Philippe Aratanji. Donc, j'assistais sur le script. Ce n'est pas du tout mon domaine. Vous savez, ils aiment bien avoir un financier. Et puis, il raconte l'histoire. Il y avait quelqu'un qui mourait, une maman qui pleurait. Il racontait le script. Moi, je regardais comme ça, j'ai failli pleurer. Et puis, à la fin, je lui ai dit, écoutez, je n'ai pas compris, monsieur Aratanji, pourquoi vous nous invitez pour qu'on vous paye pour un film et vous voulez nous faire pleurer, mais je ne comprends pas votre point. Et il peut répondre quelque chose. Il me dit, you need a story. Vous avez besoin d'une histoire pour attirer les gens et faire bouger le cœur et faire bouger les émotions. Et là, ce que j'ai entendu, en tout cas devant moi, c'est 3 très belles histoires. J'ai entendu personne qui parlait de théorie, j'ai entendu personne qui disait qu'il a lu dans un livre, mais chacun de nos conférenciers ont parlé d'une histoire vécue. Ils ont parlé de ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vivent aujourd'hui et ce qu'ils espèrent vivre dans quelques jours. Donc, je peux vous dire quelque chose que vous avez rêvé en chacun de nous, que ce soit au Liban, au Canada ou partout au monde, vraiment cette envie qui disait à chacun qui entendait aujourd'hui, qui a peut-être vu, peut-être où il se trouve aujourd'hui, que finalement la frustration, l'autoflagellation n'existe pas dans aucun entrepreneur. Au contraire, j'ai entendu des mots qui disaient opportunité, qui disaient investissement, qui disaient synergie, qui disaient coopération, qui ne disaient pas que le monde s'écroule. J'ai entendu personne dire que c'est la fin du monde. Donc aujourd'hui, nous, Libanais, aujourd'hui qui vivons toutes ces crises, je pense que ce que vous avez fait, en tout cas chez nous, c'est un très grand point. Vous avez parlé, j'ai beaucoup aimé, Shadi, tu as beaucoup revenu sur la stabilité et tu as parlé de l'infrastructure à plusieurs niveaux. Et ça montre que oui, il faut qu'il y ait l'infrastructure qui soit prête pour la relance.
quel que soit le problème, quand l'infrastructure est là et quand on est prêt à le prendre, l'opportunité, on va la prendre au vol, même si ce n'est pas pour demain. Mais il faut être prêt. C'est comme on dit toujours, on va dormir avec un œil ouvert parce que l'opportunité, elle peut venir, surtout quand on s'attend le moins. Et je pense que c'est un très beau point qui est en train d'être dit aujourd'hui. Luis, quand tu as parlé des entrepreneurs, tu disais aujourd'hui les entreprises, elles ont peur des startups, mais aujourd'hui, ils n'ont plus de choix parce qu'ils n'ont plus le temps. Parce que la grande entreprise aujourd'hui va aller pour startup, mais pour raccourcir le temps, pour réduire son investissement. Et elle a besoin d'intrapreneurs qui vont venir dans les entreprises et dire, écoutez, voilà comment vous allez diversifier et voilà comment vous allez vous développer parce que le temps joue un très grand rôle. Donc, on parle de temps et on parle d'investissement. Robert, tu as raconté aussi une très belle histoire. Tu as parlé des ressources humaines, tu as parlé que finalement, on a des entreprises, mais des personnes clés. Et ces personnes clés, il faut les trouver. Et ces personnes clés viennent toujours sur un point. Et Manaf, tu as parlé d'investissement, tu as parlé de mobilisation, tu as parlé d'ouverture. Et ça, c'est exceptionnel. Et puis, écoute, Fouad, tu as géré comme un très grand chef d'orchestre, comme tu le fais très bien à tous les niveaux. Donc, je vais dire merci à tous. Et je pense que, j'espère vraiment, je dis merci encore une fois au nom de mes membres de la faculté qui étaient là, de nos étudiants, des vôtres. Et je pense que c'est le début d'une très longue coopération, collaboration on va apprendre. Écoutez, vous allez beaucoup apprendre de notre résilience libanaise, comment on va faire face à cette crise dramatique et atypique où je dis avec un grand sourire et on ne sait pas demain où on sera, mais aussi, je sais qu'au Canada, ce n'est pas facile, les effets du Covid et la Pandexit, la sortie de la pandémie va être aussi, je vais dire, un grand challenge pour tous. Je vous remercie une fois de plus. Merci à HEC, merci à la base entrepreneuriale, merci à l'UEJ. Merci à ma faculté, merci à tous qui étaient présents. Et ce n'est que le début d'une très longue aventure qu'on va faire ensemble et qu'on va accompagner tous ces changements. Merci encore du fond du cœur. Merci à tous. Et bravo. Merci.